Eh ben, commençons du coup. Donc, comme ça a été mentionné, du coup, je suis maître de conférence à l'UCBL. Je suis membre aussi de l'équipe projet INRIA Vallon, donc au laboratoire informatique et du parallélisme à l'École normale supérieure. Je suis surtout utilisateur de FLOSS depuis 1997. Donc, FLOSS, c'est Free, Libre, Open Source Software. Donc, je reviendrai dessus forcément juste après. J'ai monté un partenariat avec le Linux Professional Institute qui permet de, qui met en place des certifications Linux. Et donc, j'ai organisé des passages de certification LPI aux journées du logiciel libre et au campus du libre. Et en fait, je mets surtout ces données-là un petit peu plus pour faire de la pub qu'autre chose. C'est-à-dire que la journée du logiciel libre, les prochaines, ça sera le week-end du 2-3 avril. Donc c'est 2 jours absolument formidables. Hein. Ils font un travail de malade. Donc et les exposés, il y a du niveau de celui qui est vraiment non informaticien à beaucoup plus expert. Donc je vous conseille réellement de regarder ce qu'il en est. Et enfin, donc je co-organise donc le campus du libre depuis 2018. Là, en ce moment, on est en train déjà de regarder pour la prochaine édition qui a lieu en novembre. Vous le savez tous, on est dans un monde connecté avec de l'informatique partout. Donc voilà, présentation très générale. On a des ordinateurs partout, des téléphones, des smartphones, avec des services en ligne également. Les services en ligne qui vont être utilisés pour obtenir des informations, par exemple auprès de sa mairie, sur ce qui se passe, tout ce qui est PLU, consultation, et donc il y a des démarches citoyennes qui peuvent être mises en place comme ça. Et naturellement, il y a ce que tout le monde connaît peut-être un petit peu plus, hélas, le commerce en ligne. Mais on a aussi tout ce qui est micro-espion dans la rue, les caméras de surveillance, la reconnaissance faciale à gogo, tout ce qui est appelé le capitalisme de surveillance, qui sera développé a priori dans la présentation après. Et donc quand on a tous ces matériels avec de l'informatique donc dedans, on est quand même en droit de se poser la question qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui est exécuté, qu'est-ce qui est récolté, qu'est-ce qui est fait de ces données, etc. Et selon un sondage donc réalisé en 2018 auprès de 1200 professionnels informatiques, plus de 9 applications sur 10 contiennent des fragments de programmes qui sont issus du monde du libre. Donc concrètement, ici, on a un sondage, on a des statistiques où on voit que 80% des entreprises utilisent des logiciels libres. On voit que 10% en France, 10% du marché global de l'informatique, c'est du libre. Bref, c'est le libre, en fait, on en a partout, on en a plein, et pourtant, on ne sait pas forcément trop ce qu'il en est. Pour finir, en France toujours, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui a été créée en 2009, dont le rôle est de faciliter une prise en compte coordonnée, ambitieuse et volontariste des questions de cybersécurité en France, pour préserver notre souveraineté, notre autonomie de décision et l'action dans les domaines politiques, diplomatiques et militaires, et de protéger l'ensemble de nos infrastructures critiques. Donc l'ANSSI, du coup, recommande l'utilisation des FLOSS. Et non seulement elle les recommande, mais elle fournit également une liste de logiciels. Alors là, ici, en fait, dans le lien, j'ai mis la liste du socle interministériel des logiciels libres qui sont recommandés donc, par les services de l'État. Donc, dans tout ça, donc, on parle de logiciels libres, on parle même d'open source. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il en est? Donc, avant d'aller plus loin, voilà, je mets un petit peu quelques références ici. Je vous conseillerais vivement de regarder le documentaire La bataille du libre de Philippe Borel et Disparaître sous les radars des algorithmes. Donc, le premier a été libéré, donc vous pouvez le trouver sur le net, et le deuxième, il est actuellement visible, à disposition sur Arte jusqu'à peut-être mi-février. Donc, d'ici 2 semaines, le lien ne fonctionnera plus. Et donc, je remercie Angie puisque je lui ai repiqué pas mal de slides pour faire cette présentation au passage. Donc, dans un premier temps, je vais parler historique, les propriétés du logiciel libre et puis des licences. Ensuite, je parlerai d'utilisation des logiciels,
d'initiatives et de communautés. Et enfin, je terminerai en discutant un petit peu de l'évolution et de voir si jamais il n'y aurait pas quelques problèmes qui se profilent par rapport à la façon dont ça se passe actuellement. Donc, en conclusion assez brève. Donc, au début, ça se passe en 1970. Donc, les vendeurs d'ordinateurs et les éditeurs de logiciels commencent à facturer à leurs clients les licences des programmes. Ils imposent des restrictions légales sur les nouveaux développements de logiciels au moyen de droits d'auteur, de marques déposées, de contrats de leasing. Avant, les logiciels en fait étaient fournis, le code source était fourni. En fait, ce qui était réellement vendu, c'était vraiment le matériel. Et Richard Stallman, qui travaille donc au MIT, se voit refuser l'accès au code source du logiciel de l'imprimante, qu'il voulait modifier pour pouvoir avoir des on va dire du monitoring sur le bon fonctionnement de l'imprimante. En l'occurrence, si jamais l'imprimante faisait du bourrage. Et c'était une opération qu'il avait déjà faite quelques années auparavant. Et du coup, comme il se voit refuser l'accès, voilà, il y a le début d'un combat qui prend place, et donc c'est le point de départ de la culture du libre. Concrètement, il y a la création de la Free Software Foundation et du projet GNU qui se font entre 1983 et 1985. Et on va avoir une licence de logiciel libre qui apparaît, la GNU GPL, qui a été amendée et qui existe maintenant en GPL 2, GPL 3. Et donc, on va en parler un petit peu par la suite. Donc concrètement, le logiciel libre, d'après Stallman, et il le dit en français, puisqu'il parle français, je peux définir le logiciel libre en 3 mots: liberté, égalité, fraternité. La liberté parce que vous faites ce que vous voulez avec le programme, et parce que le développeur a décidé pour vous. L'égalité, car chacun possède les mêmes libertés face au logiciel, le développeur n'est pas tout puissant. Et enfin, la fraternité, car le logiciel libre encourage la collaboration entre les utilisateurs. On a une possibilité d'échanger et de partager. Et donc on voit ici donc les propriétés du logiciel libre qui apparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, alors, déjà, oui, le logiciel libre, du coup, c'est en opposition au logiciel propriétaire, qui est un logiciel privateur par défaut, dont le pouvoir appartient aux développeurs et aux décideurs. C'est-à-dire qu'il y a une centralisation du pouvoir, c'est antidémocratique, c'est non émancipateur, au contraire même. Et donc, ça crée une injustice. Donc, il y a un potentiel de contrôle contre les utilisateurs qui sont vus comme des consommateurs. Donc, on va ici avoir les 4 libertés que le logiciel libre permet d'assurer, qui sont la liberté d'utiliser le logiciel libre, de l'étudier, de le distribuer et de l'améliorer. Donc concrètement, la liberté d'utiliser, ça va être pour quelque usage que ce soit, et pas juste pour pour la fonctionnalité qui est pensée à la base. La deuxième, c'est la liberté d'étude du programme, et ça, vous comprendrez qu'en tant qu'enseignant-chercheur, c'est quelque chose qui est incroyable, puisque on va on en a besoin. De toute façon, on est très dépendant pour les cours, pour les étudiants, c'est même pour les enseignants-chercheurs eux-mêmes, puisqu'ils vont apprendre d'autres compétences qu'ils vont pouvoir éventuellement enseigner par la suite. Et d'un point de vue recherche, l'accès au code source va permettre tout simplement de reproduire des expériences, par exemple. C'est quelque chose qui est c'est le thème sexy, le thème à la mode en ce moment, la reproduction la reproduction des expériences et l'accès aux données. Enfin, la liberté 3, c'est la liberté de créer, de redistribuer des copies. C'est-à-dire que non seulement par rapport à un logiciel propriétaire, vous n'avez pas le droit de copier et de donner ce logiciel que vous avez a priori acheté. Par contre, donc pour le logiciel libre, c'est l'inverse. C'est en fait, vous avez non seulement le droit de le créer, de le redistribuer, mais c'est même encouragé en fait. C'est-à-dire que quand vous avez un logiciel, on vous demande même d'en parler autour de vous et justement on va dire de prêcher cette bonne parole.
Donc la liberté 4, enfin, c'est la liberté d'améliorer le programme, de l'adapter aux usages. Donc ça va être, comment dire, ajouter des fonctionnalités, etc., etc. Et alors l'amélioration du programme, vous êtes libre soit de garder ces améliorations pour vous en privé, sinon vous pouvez naturellement en faire profiter toute la communauté, ce qui est bien mieux naturellement. La différence entre le logiciel libre et l'open source, donc c'est surtout une différence de philosophie. Le logiciel libre, ça insiste davantage sur le concept de liberté au sens philosophique et sociopolitique. Il y a toute une vision sociétale en fait qui est derrière. Le logiciel open source, ça se concentre beaucoup plus sur les aspects techniques et pratiques. C'est tout ce qui est l'intérêt immédiat dont on peut profiter, dont on peut bénéficier, comment dire, par le développement ouvert et collectif. Alors attention, libre ne veut pas dire gratuit. Ici, j'ai mis un exemple, c'est Qt. Qt, c'est une bibliothèque donc qui a été développée à la base par Trolltech, et c'est une bibliothèque en fait qui est utilisée pour gérer comment dire, des fenêtres. Elle fournit de nombreux widgets. Et en fait, si jamais vous êtes quelqu'un qui va travailler pour comment dire, si jamais vous souhaitez utiliser cette bibliothèque pour développer un logiciel qui va être propriétaire, et donc qui va priver les autres d'améliorations possibles, et ben il y a des licences qui sont mises en place. Par contre, alors c'est valable pour les enseignants, mais c'est valable également pour celui qui va faire comment dire, qui va utiliser cette bibliothèque pour un logiciel libre. La licence sera en fait une licence libre qui pourra s'appliquer. Le Qt dispose de 2 licences en fonction de l'utilité qui est faite de ces programmes. Bon, ici un autre exemple que j'ai pris d'Angie, qui comment dire, qui est donc donc non pas du logiciel ici, mais de la musique libre. Et on voit ici en vert qu'on peut acheter l'album numérique et que c'est le choix, le prix est laissé au choix de la personne, c'est-à-dire que chacun fait en fonction de ses besoins. Donc le modèle, il y a un modèle économique du libre, donc généralement ça fonctionne par la vente de logiciels qui sont proposés comme des services. Donc c'est software as a service. On va avoir la vente de services de compilation et d'empaquetage, on peut avoir la vente de prestations de conseils, on va avoir la vente de formation donc sur l'utilisation d'un logiciel en particulier. Certains logiciels sont particulièrement costauds et demandent énormément de configuration, donc et demandent beaucoup comment dire, d'expertise et voire même de pratique, d'empirisme. Et donc les formations sont une source de revenus. Il va y avoir également la vente de support technique, donc ça peut être pour la correction de bugs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour faire passer telle ou telle erreur de fonctionnalité en priorité par rapport à d'autres, parce que votre propre projet en dépend, par exemple. Ça peut être la demande de nouvelles fonctionnalités ou l'utilisation de modules payants. C'est ce qui a été utilisé notamment par OnCloud. On va avoir également la possibilité d'abonnement pour avoir accès à des ressources partagées par la communauté. C'est le cas de Blender, qui est un logiciel de construction 3D. J'en parlerai un petit peu par la suite. Il peut y avoir la vente de marchandises, donc des goodies, donc tout ce qui est les mugs, les t-shirts, etc. On va avoir enfin des subventions, les bourses des fonds privés, et puis l'appel aux dons, qui est le moyen de fonctionnement de beaucoup de personnes. Et voilà, on verra que ça ne suffit pas forcément.
Donc l'intérêt des logiciels, vous l'avez compris, on ne dépend pas d'un seul fournisseur. Les formats utilisés sont majoritairement des standards ouverts qui favorisent l'interopérabilité. Il est possible d'adapter un logiciel pour des besoins spécifiques. On profite des contributions de la communauté. On peut même, on peut même contribuer soi-même, que ce soit sur de la traduction, de la correction, orthographe, grammaire, que ce soit, si jamais on est un petit peu plus doué en informatique, ça va être de l'amélioration de code. Le logiciel offre potentiellement plus de sécurité, mais il y a moins de pistage, c'est pas le seul truc. Et bon, le code est public, donc il y a plusieurs sources qui vont pouvoir regarder dedans, regarder comment c'est codé, proposer des améliorations. Et ça coûte moins cher d'un point de vue économique et environnemental. Et ça, c'est tellement vrai que il y a beaucoup d'entreprises qui, par exemple, achètent des vieux serveurs pour pouvoir faire fonctionner, pour pouvoir faire tourner dessus du Linux, typiquement, avec des logiciels libres. Et ça permet de pouvoir utiliser des machines qui ne sont pas récentes, et puis ça fonctionne bien, quoi. On n'est pas victime non plus d'ailleurs de l'obsolescence programmée, ou de l'obsolescence même tout simplement de certaines ressources. Donc parmi les exemples de logiciels libres que vous avez peut-être entendu, il y a ce qu'on appelle le GNU. Alors GNU, c'est un jeu de mots. Alors c'est un jeu de mots d'informaticien, donc voilà quoi. Donc c'est GNU is not Unix. C'est-à-dire qu'en fait on a une récursivité dans le nom. Donc en fait c'est jamais réellement défini finalement. Et donc GNU, c'est un projet de système d'exploitation qui a été initié en 1983. Donc l'idée ici, c'était Richard Stallman qui avait ce projet. Et donc il y a eu la Free Software Foundation qui allait derrière. Et donc l'idée de ce système d'exploitation, c'est d'avoir un système qui est compatible Unix, donc qui répond à certaines normes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus. Qui est composé d'une suite logicielle libre, donc avec beaucoup de... Alors quand je dis une suite logicielle, ça veut dire vraiment de nombreux logiciels. Donc on va avoir des éditeurs, on va avoir des compilateurs, enfin des compilateurs qui sont d'ailleurs encore utilisés actuellement, pour ceux qui connaissent GCC, G++ par exemple. Et un noyau, donc qui s'appelle le URD, qui est initié beaucoup plus tard, donc en 1990. Et on va avoir également le noyau Linux. Donc le noyau Linux, que vous avez donc entendu, au moins parce que j'en ai parlé il y a 3 minutes. Le noyau Linux, c'est un projet d'étudiants. Linus Torvald était en Bac+2 à l'époque, et il s'intéressait au système d'exploitation. Et donc il écrit un petit système à côté, et puis en fait il le met accessible en libre téléchargement sur le net. Et il le met avec une licence, donc la GPL. Et à son grand étonnement, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par son projet et qui vont même lui proposer des améliorations, des corrections ou des portions complètes de code. Et donc, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de développeurs qui participent. Et les modifications, les modifications finales, en fait, sont supervisées par Linus Torvald. Depuis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été, beaucoup de temps qui s'est passé, beaucoup de choses qui ont été développées. Et du coup, Linux tourne sur de très nombreuses architectures et dispose de très nombreux drivers. Au passage, ça c'est peut-être moins... Quand vous installez quelque chose, par exemple sur Microsoft, un driver sur Microsoft, il faut rebooter la machine. Leur tentative de remédier à ça, ça a été Vista. Et généralement, quand je parle de Vista avec mes étudiants, ça les fait rire. Rire un peu jaune, parce que visiblement, beaucoup d'entre eux ont été impactés par la mauvaise fonctionnalité du système, quoi. Quand on ajoute un driver avec dans Linux, ça se fait de façon complètement transparente. Il n'y a aucune perturbation sur le système. C'est juste magique, quoi.
Et maintenant, donc, Linus Torvald, pardon, pas Linus Torvald, Linux, est maintenant hébergé par la Fondation Linux, c'est-à-dire que c'est plus un projet d'étudiants, naturellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Linux, hein, le système d'exploitation, c'est le système d'exploitation qui tourne sur 100% des supercomputers actuellement sur la planète. Et quand on merge donc le GNU Linux, et ben on obtient du coup les fameuses distributions Linux. Alors une distribution Linux, qu'est-ce que c'est? Ça réunit une base logicielle et un noyau. L'objectif de la distribution, c'est de faciliter l'installation, la maintenance des logiciels. Ça va fournir des packages, hein, c'est-à-dire que quand vous voulez installer quelque chose sur la machine, vous n'allez pas chercher les choses sur le net par vous-même avec Firefox. Vous avez directement la petite centrale, un petit programme à l'intérieur de votre machine, et puis vous dites, bah, tiens, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça, avec naturellement des fonctionnalités de recherche parmi les packages pour savoir ce que vous voulez installer ou ce qui pourrait vous intéresser. Et finalement, un package, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un ensemble d'exécutables, de scripts, de la documentation, éventuellement des bibliothèques qui sont installées sur la machine et qui font que tout fonctionne parfaitement. Et donc, il y a de très nombreuses distributions. J'ai mis sur la droite un schéma que vous pouvez retrouver sur Wikipédia, qui vous donne en fait la baseline, c'est-à-dire en fait l'historique de distribution Linux. Et vous voyez en fait que ça fait plein de ramifications au fur et à mesure qu'on va sur la droite. C'est parce que c'est ce qu'on appelle des forks, c'est-à-dire que ce sont des projets ce sont des projets qui sont nés en prenant ce qui est fait dans un autre projet à un instant donné. Et puis bah, après, le nouveau projet va vivre sa vie en parallèle des autres. Et je suis même pas sûr que si jamais je mettais cette frise-là sur l'ensemble de mes transparents, je suis pas sûr en fait que j'ai assez de transparents, alors que pourtant, voilà, j'en ai un petit peu trop pour aujourd'hui. Et si jamais vous voulez vous initier au logiciel libre, ce que je vous conseille, c'est de commencer par une distribution qui s'appelle Kubuntu ou Mint Linux, par exemple. Mint Linux, c'est bien pour débuter. Alors, je vais aller très rapidement là-dessus. Au-delà donc du logiciel ici, on a la culture du libre. Donc, la culture du libre, c'est tout ce qui est les biens communs. Donc, le bien commun, c'est une communauté qui va émettre des règles pour pouvoir gérer des ressources. L'objectif étant d'avoir plus de personnes qui s'impliquent et que ça intéresse de plus en plus de personnes. Et parmi les exemples qu'on a, on a Wikipédia, on a OpenStreetMap, hein, c'est fantastique OpenStreetMap. Wikipédia, vous pouvez télécharger l'ensemble à l'époque quand j'avais regardé, c'était moins de 20 gigas. Donc vous pouvez mettre ça sur votre carte SD sur votre téléphone. Et puis vous pouvez compulser comme ça les articles de Wikipédia sans même être connecté sur le net. C'est fantastique. Et on a donc des choses qui vont un petit peu plus loin. Donc on a Dogmatic pour la musique libre, OpenFoodFacts pour tout ce qui est la composition des aliments. Donc, c'est une initiative absolument géniale. Cocopelli et Open Sourcing Initiative pour tout ce qui est les semences. Et le combat d'ailleurs contre les semenciers, puisqu'en fait il y a une privatisation des semences qui appartiennent normalement à la culture, qui appartiennent au bien commun. Alors, ces différentes, comment dire, donc j'ai parlé de logiciels libres. Les logiciels libres, en fait, il va y avoir plusieurs licences qui vont être possibles. Et quand on a d'autres objets, donc la musique ou même des graines, etc., on va avoir donc forcément les licences qui sont propres au logiciel libre ne vont pas forcément s'appliquer. Il va y avoir d'autres licences qui sont inspirées de la licence GPL. Alors pourquoi des licences? Parce que voilà, on a un droit d'auteur donc qui est du copyright avec du tout droit réservé. Et donc il va y avoir toute une législation derrière avec des demandes, des autorisations, etc. Et donc les licences libres vont au contraire permettre donc la priori tout ce que vous pouvez faire. Par contre, vous allez mettre certains droits qui sont réservés derrière. Donc avec certains logos, d'ailleurs j'ai pas mis, mais vous verrez sur la première page du slide d'Engie tout à l'heure.
Et ce qui m'intéresse ici, c'est la partie copyleft, hein, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir en fait le copyleft fort. C'est tous les dérivés d'un projet ne peuvent garder que la licence initiale. Il ne peut pas y avoir de modification. Alors que le copyleft standard, on va avoir la possibilité d'ajouter des fonctionnalités sous des autres licences, éventuellement propriétaires. Et la copyleft standard, on va voir que ça peut créer justement un problème. On verra ça dans la conclusion. Bon, ça, je vais passer. C'est pas. Donc voilà, ici un petit tableau sur l'ensemble des logiciels libres qui sont disponibles. Pour information, il me reste quoi? Il me reste 10 minutes, 15 minutes, c'est ça? Je passe 10 minutes normalement. Merci. Ouais, maximum. Ça marche. Parce que moi, il faut que je finisse à 14h30. Donc. Ok. Alors, du coup, ici, je vais présenter des initiatives qui... donc, on a en 2011 l'État français qui se munit d'une direction interministérielle du système d'information et de communication. Bon, il y a eu des fusions, etc. Ce qui est intéressant en fait ici, c'est l'émission de référentiel général d'interopérabilité. Et donc, c'est un cadre de recommandation qui référence des normes de standards qui favorisent l'interopérabilité au sein des systèmes d'information de l'administration. Et on a le standard, en fait, par défaut, c'est le standard, en fait, utilisé par LibreOffice, tout simplement. Les logiciels libres, donc, sont utilisés dans l'administration. Les valeurs du libre, ça rejoint donc dans une large mesure celle du service public, le travail communautaire, service de l'intérêt général, transparent, juste prix. Le système des licences propriétaires met les administrations dans une situation de client captif. Donc, en fait, concrètement, il y a une philosophie donc non mercantile qui veut que le profit n'est pas la première des motivations. Donc, c'est basé sur le partage et le travail en communauté, donc dit la DSI de la commune de Fontaine. Par contre, ça peut demander un certain travail pour basculer du monde propriétaire vers le monde du libre. Alors, il peut y avoir en fait un travail qui peut être technique, mais c'est pas forcément ça. C'est juste que de toute façon, toute modification d'habitude comportementale nécessite un travail. Donc, et tout au début, on trouvera toujours que c'est moins bien. Donc, en 2004, par exemple, il y a eu une migration de la gendarmerie vers des solutions libres. Typiquement, ils sont passés sur le système d'exploitation, c'était Ubuntu, et ils utilisaient derrière donc tout ce qui est Firefox pour le mail, hein, Firefox pour le net, le Thunderbird pour le client mail, etc. On va avoir des plans d'action logiciels, des initiatives en fait qui sont récentes. On va avoir le plan d'action logiciel libre et commun numérique là en avril 2021. Donc l'objectif de ce plan, c'est de mieux connaître et d'utiliser les logiciels libres et les communs numériques dans l'administration, de développer et d'accompagner la libération et l'ouverture de ces codes sources et de s'appuyer sur les logiciels libres open source pour renforcer l'attractivité de l'État employeur auprès des talents du numérique, notamment en valorisant les contributions publiques aux projets et communautés concernées. Donc c'est tout un programme. Il y a d'autres choses encore qui existent. Il y a donc ouvrir la science, qui est donc agir pour une recherche scientifique ouverte et partagée. Il y a plusieurs groupes d'expertise. L'un des groupes d'expertise s'appelle Logiciel libre et open source. Eux écrivent que le logiciel est aujourd'hui devenu indispensable dans tous les domaines de la recherche scientifique, à la fois comme outil pour la recherche et comme produit de la recherche et comme objet de la recherche. D'ailleurs, en cours de création, il y a un collège code source et logiciel qui a vocation à pérenniser et élargir les missions du groupe d'expertise. En parallèle, toujours dans Ouvrir la science, il y a tout un travail qui concerne la publication de la production scientifique en France. Et l'objectif, c'est de fournir l'ensemble de la production scientifique d'ici 2030 en libre accès, par exemple sur une plateforme comme HAL, donc HAL, qui est mis en place par l'INRIA.
Donc il y a toute une ouverture qui se fait sur les données, sur le code source. Ici, il y a donc quelque chose qui a démarré en 2016, donc c'est Software Heritage, qui est une volonté de l'UNESCO, donc de l'UNESCO et de l'INRIA, pardon, sur la volonté de préserver le patrimoine culturel. Donc pour ça, et ça nécessite de collecter, de préserver et de partager tous les logiciels disponibles publiquement sous forme de code source. Et ça veut dire en fait non seulement le code source lui-même, mais ça veut dire également l'évolution du code source, puisque certains choix de direction peuvent changer complètement des fonctionnalités, et il n'y a pas forcément, il peut y avoir une perte de compatibilité des nouvelles versions par rapport aux anciennes. Généralement, elles sont assumées, mais l'idée ici est vraiment de conserver le patrimoine. Donc aujourd'hui, si jamais vous allez sur cette page-là, vous allez voir qu'il y a actuellement 11 millions de projets qui ont été soumis, et ça représente 12 milliards de fichiers. Donc c'est énorme. Au niveau européen, il y a plusieurs choses qui existent. Il y a JoinUp, qui est une plateforme pour réutiliser des solutions donc au niveau européen. C'est une évolution de quelque chose qui existait déjà depuis 2004 ou 2006, je crois, et donc qui a évolué il y a quelques années. On trouve également des actualités assez intéressantes. Par exemple, en 2021, la Commission européenne formalise ses intentions et ses pratiques sur l'octroi de licences open source et la réutilisation des logiciels de la Commission. Donc c'est un document important puisqu'il engage la Commission, et donc ça lui est opposable du point de vue légal. On a la DINUM également qui s'est exprimée et qui a organisé il n'y a pas longtemps un concours de pitch de projets numériques de services publics, donc en majorité open source, donc de 11 pays en vue de leur réplicabilité. Donc il y a toutes des initiatives. Donc il y a du libre dans les entreprises également. Ici, on va avoir le CNL, donc l'Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert. On va avoir Plocera, donc Plocera qui sont nos interlocuteurs, nos partenaires dans l'organisation du Campus du Libre. Le Campus du Libre qui est, nous sommes quelques universitaires donc de Lyon 1, de l'INSA et de Lyon 2 à le mettre en place. On espère qu'il y a d'autres personnes et éventuellement d'autres instituts qui vont venir nous aider. Et on a Plocera qui vient et qui organise le village associatif des entreprises du libre. On va avoir le libre dans l'enseignement, donc ça je suis obligé d'en parler forcément. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est très demandeur. Par contre, il ne faut pas penser que en fait que NJ, tu m'interromps quand tu veux, je terminerai voilà, ou tu me dis 1 minute. 2 minutes alors, je te dis. Ça marche, 2 minutes. Donc voilà, il faut pas penser que les enseignants-chercheurs en fait sont forcément tous supporters du logiciel libre, bizarrement. C'est assez étonnant. Par contre, voilà, si on utilise des outils externes, alors des outils externes, c'est des outils publics, on va avoir des outils internes qui sont également qui ont été publiés, quoi, mais qui ont été développés en interne. Voilà, c'est développé en interne qu'il faut comprendre ici. On a par exemple le Tomus qui est utilisé, qui est devenu une application métier d'ailleurs, un PQNLig, qui est super intéressant pour les étudiants puisque ça les permet de travailler en complète autonomie. Et naturellement, il y a des formations, notamment l'un des collègues de Lyon 2 qui est justement responsable de licence professionnelle métier de la communication, donc en lien avec le libre. Et donc, je vais terminer sur l'évolution et problèmes. Blablabla. Ici, je vous mettais pour les trucs personnels, je vous ai mis des exemples. Je les ai laissés, je savais que j'étais trop long, mais je les ai mis exprès pour pour que vous puissiez regarder et découvrir des choses par vous-même si jamais vous le souhaitiez. Et donc pour conclure, en fait, est-ce qu'il faut s'inquiéter de certaines choses? Par exemple, on a des logiciels qui sont rachetés par des grands groupes.
On a Cups, qui est un gestionnaire d'impression qui a été acheté par Apple en 2007. GitHub, qui est une plateforme de développement collaborative rachetée par Microsoft en 2018 pour quand même 7,5 milliards de dollars. C'est monstrueux. On a Audacity qui a été acheté par Muse Group en 2021. Donc, quelle direction peut signifier de tels achats? Donc, il y a certaines choses qui peuvent aller dans le bon sens. Par contre, clairement, on peut aussi également avoir peur, parce que c'est forcément toute une communauté qui est prise en otage. Et pour finir, il y a un article très très intéressant que je vous conseille de lire dans le dernier Monde diplomatique de janvier, ça tombait bien, qui s'appelle « Le pillage de la communauté des logiciels libres ». Et donc, voilà, ce qu'ils écrivent, c'est que depuis le début des logiciels libres, eux estiment en fait que l'écosystème a été coopté, récupéré et trahi par les mastodontes de l'industrie. En fait, typiquement, il va y avoir donc les grands groupes qui ne jouent pas le jeu, de payer des services, de rétribuer les personnes. Et ça a été notamment vrai avec des failles de sécurité dans des logiciels qui sont cruciaux au centre de beaucoup d'applications et qui sont maintenus seulement par 1 ou 2 contributeurs et sur leur temps de libre. Donc la grande question, c'est il faudrait quand même se poser la question de la reconnaissance des contributions. Angie, je suis désolé, j'ai été beaucoup trop long. Voilà. Aucun souci, merci beaucoup. Je vais reprendre les droits. Hop, et puis je vais partager ma présentation. Alors, Alexis, c'est dans ce sens-là que je l'entendais, hein, tout à fait. Voilà, le temps que ça charge. Encore une demi-minute, je pense. Je suis à 20 sur 46, qu'il me dit. Voilà. Du coup, suite à cette présentation, effectivement, voilà, avec plein d'infos dans tous les sens. Du coup, on va plutôt, je vais plutôt axer moi ma présentation sur la notion de en quoi ces logiciels et ces services libres participent. Voilà, je sais pas si c'est arrivé chez vous. Je veux bien une confirmation que ça s'affiche à votre écran. Oui, c'est bon, ça s'affiche. Super. Voilà. Donc voilà, en quoi les logiciels et les services libres participent-ils à l'émancipation numérique des citoyennes, puisque donc moi je travaille au sein de l'association Framasoft, qui est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique, et c'est vraiment notre objectif principal, c'est-à-dire de permettre à ce que les internautes qui ont des pratiques numériques diverses et variées, hein, que ce soit dans le cadre professionnel, personnel, pour les loisirs, enfin peu importe, puissent du coup prendre conscience que la majorité des services en ligne qu'ils utilisent, du coup, ne leur permettent pas d'être libres, alors au sens de libre de leur choix, libre de leurs usages, etc. Alors, en nous présentant ce qu'est le logiciel libre, du coup, Yves a déjà expliqué en grande partie pourquoi il participe, pourquoi justement le logiciel libre ou les services libres ou même la culture libre en fait sont une base nécessaire pour être émancipé dans cet univers numérique, mais on va un petit peu creuser ce sujet. Voilà. Du coup, donc mon premier point, c'est du coup de nous poser la question de, en fait, est-ce qu'on est vraiment libre quand on achète un smartphone, le seul choix, enfin les seuls choix qu'on a à notre disposition finalement, et encore là j'ai mis exprès un téléphone Windows, mais en vrai je crois que plus personne achète des téléphones Windows. Voilà. Mais en gros aujourd'hui voilà les seuls choix qu'on a c'est un téléphone iOS ou un téléphone sur Android qui pour 98% d'entre eux du coup sont alliés à un compte Google. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment libre dans nos usages numériques dans ce contexte-là? Donc dans un contexte en fait qui est le monopole technique des géants du web sur du coup nos matériels. Est-ce qu'on est vraiment libre quand au final tous les usages d'Internet sont concentrés sur
on va dire une cinquantaine de services. Donc il y a une centralisation énorme des usages sur des outils. C'est assez rigolo de regarder ce truc 2020 parce que si on compare à 2019 d'ailleurs, il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle Zoom là, qui est gros en plus. Hein, enfin voilà, c'est pas une des petites voilà, et qui du coup d'un seul coup a concentré tous les usages de la visioconférence, alors qu'avant ils étaient bien plus éparpillés que c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est très bien qu'aujourd'hui on soit pas sur Zoom. Voilà, on fait pas comme tout le monde, mais voilà, on le voit. Bon, vous connaissez sûrement tous ces services, hein, ils sont très connus et c'est ceux qui sont voilà les plus utilisés actuellement et surtout voilà avec un flux permanent d'infos. Mais est-ce qu'on est vraiment libre en fait quand tout le monde passe par le même tuyau, quand tout le monde va au même endroit? Comment est-ce qu'on fait pour être libre quand du coup justement tous vos amis utilisent un outil et que vous souhaitez pas l'utiliser? Est-ce que ça nuit pas à votre liberté? Enfin, il y a plein de choses qui du coup questionnent en tout cas au sein de nos usages numériques. Toujours autour de ces questions-là, est-ce qu'on est vraiment libre quand en fait on nous vend à longueur de journée des objets connectés qui, en tout cas, voilà, sont censés nous faciliter la vie, nous permettre du coup de savoir plus de choses sur nous-mêmes, sur notre façon de consommer, sur etc. Alors qu'en fait, ces objets connectés, très très souvent, ils font pas que nous donner de l'information et enregistrer qu'un certain nombre de choses, mais ils épient l'intégralité de notre vie. J'aime beaucoup cette formule parce que pour le coup ça c'est sur les assistants personnels, hein, mais voilà, vous connaissez les Google Home ou les Amazon Alexa, qui d'ailleurs je trouve sur le territoire français ils sont pas très très bien pris en fait, c'est assez chouette pour ça. Mais voilà, est-ce qu'on est vraiment libre quand en fait on a un assistant personnel qui voilà, à qui on peut dire d'arrêter d'écouter, mais qui en fait pour qu'il entende qu'on lui demande d'arrêter d'écouter ou qu'on lui demande de reprendre, en fait écoute tout le temps. Voilà, et donc du coup, il y a aucune vie privée dans ce cadre-là, puisqu'il y a un enregistrement permanent de tout ce qui se passe autour de l'outil. Est-ce qu'on est vraiment libre quand au final, c'est ce qu'on appelle donc les GAFAM, les 5 plus grandes sociétés numériques qui ont la plus haute capitalisation boursière. Aujourd'hui, du coup, quand on cumule l'intégralité de ces de leur chiffre d'affaires, ou de leur, et d'ailleurs non pas de leur chiffre d'affaires, de leur capitalisation boursière, on se rend compte qu'ils sont plus hauts que le PIB. Et encore, ça c'est des chiffres 2017, hein, ça a énormément augmenté. J'arrive juste pas à trouver un graphique qui les cumule, voilà, pour 2020 ou pour 2021. Mais on a eu l'info il y a pas, je crois qu'il y a 2 semaines, Apple qui fait une capitalisation boursière à 3 milliards de dollars. 3000 milliards, pardon, 3000 milliards de dollars. Enfin voilà, on est complètement voilà, dépassés du coup par ces monopoles économiques en fait qui sont énormes et donc qui ont un pouvoir d'action sur les États, voilà, qui ont vraiment un pouvoir à les faire. Enfin voilà, ils sont du coup, on a une vraie concurrence en fait qui pose plein de questions sur du coup notre capacité d'indépendance et notre souveraineté. Est-ce qu'on est vraiment libre quand on découvre les scandales et les dérives démocratiques liées à des scandales numériques tels que l'affaire Cambridge Analytica? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire, mais voilà, ce petit outil en fait qui a récupéré les données de 80 millions d'utilisateurs Facebook pour du coup leur envoyer de l'information biaisée ou du moins orientée en fonction de ce qu'ils publiaient pour faire pencher leur vote d'un côté ou de l'autre. Donc ça a été le cas dans l'élection de Donald Trump, ça a été le cas dans l'élection du Brexit. Donc une manipulation en fait d'une partie de l'opinion. Ça pose quand même la question de la responsabilité des outils dans ce cas-là. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment libre quand, à force d'utiliser certains outils de ces GAFAM qui, du coup, sont vecteurs d'une culture qui est celle de l'impérialisme américain, mais aussi du puritanisme américain, on est vraiment libre en devant censurer nos plus belles œuvres d'art? Ça pose vraiment beaucoup de questions. Voilà. Et puis, est-ce qu'on est vraiment libre dans un contexte où, en fait, tout est pensé au niveau des outils pour capter notre attention en permanence. Il y a un très très bon rapport, d'ailleurs je vous le suggère, du Conseil national du numérique qui est sorti en début de semaine sur justement les dispositifs de captation de l'attention des sites internet et des différentes applications et qui est vraiment très très intéressant, qui met en évidence à quel point voilà, il y a cette recherche en fait à travers les interfaces pour qu'on reste le plus longtemps possible. Et d'ailleurs le scroll infini est un de ces designs vraiment très très bien pensés
pour ça, quoi. Restez le plus longtemps possible là parce que votre attention vaut de l'argent et donc on vous empêche de partir. Donc est-ce qu'on est vraiment libre quand en fait on est tout le temps capté malgré nous? Parce que très clairement là ce qui se joue en fait est à un degré où on peut pas toujours le maîtriser. Il y a une très bonne série, si quelqu'un peut mettre le lien d'ailleurs justement sur Arte, qui s'appelle Dopamine, qui nous explique à quel point en fait c'est physiologique, c'est-à-dire que tout est pensé dans ces outils pour qu'on ait tout le temps envie d'y retourner, parce que en fait ça nous fait sécréter de la dopamine, qui est donc l'hormone du bonheur, du plaisir plutôt que du bonheur d'ailleurs. Voilà. Alors enfin, est-ce qu'on sera vraiment libre, ou est-ce que les Chinois à l'heure actuelle, puisque c'est déjà mis en place en Chine, sont vraiment libres dans un monde où en fait on a une note crédit qui s'appelle le Credit Score. Donc chaque citoyen a une note, voilà, qui évolue en fonction de nos interactions dans l'espace numérique et dans l'espace physique. Voilà, et ce n'est pas d'une fiction. Voilà, est-ce qu'on est totalement libre quand tous les jours, voilà, on lave notre cerveau avec de la pub, je garde l'appellation, je la trouve très parlante, voilà, et qu'on est envahi en fait par cette publicité permanente au sein de nos pratiques numériques. Voilà, et celle-ci c'est ma préférée, je crois que c'est une des dernières, je vous rassure. Est-ce qu'on est vraiment libre, voilà, quand on se réjouit de la gratuité des outils en ligne qu'on utilise sans prendre conscience qu'en fait on est le produit? Voilà, je crois qu'aujourd'hui c'est un peu plus clair, mais je trouve que ces cochons qui discutent du modèle gratuit sont quand même très très représentatifs de ce qu'on a imaginé pendant des années, c'est-à-dire qu'on était aussi naïfs qu'ils le sont dans cette diapo. Et enfin le dernier point, voilà, est-ce qu'on est vraiment libre dans un monde où en fait il y a une surveillance généralisée de nos actions à travers nos pratiques, pas que à travers nos pratiques numériques, hein, c'est plus général, mais quand même où du coup le numérique est un moyen pour les États de surveiller en masse les populations. Alors que ce soit, on l'a vu du coup suite à l'affaire Snowden à travers le programme Prism, ou que ce soit aujourd'hui à travers du coup la loi renseignement en France. On a de plus en plus des systèmes de surveillance généralisée qui se mettent en place et qui nuisent forcément à notre liberté. Voilà. Donc tout ça pour vous indiquer que ces réflexions, elles nous mènent à une théorie, un concept en fait qui a été élaboré par une chercheuse américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui s'appelle le capitalisme de surveillance. Et Sébastien Broca, qui est un ancien chercheur à Paris Sorbonne Nouvelle, je crois. Bon, à vérifier, je sais plus où il est, dans quelle université, mais une université parisienne en tout cas. On avait fait une analyse de ce livre, et du coup je trouvais que la définition qu'il donnait du capitalisme de surveillance était très parlante. Donc ce processus qui transforme nos comportements présents en prédictions monnayées de nos comportements futurs. Alors c'est pas forcément très clair si on n'a pas tout le contexte explicationnel, mais transforme nos comportements présents, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de faire sur les réseaux sociaux, sur le web, quand on navigue. Donc que ce soit une recherche au sein du moteur de recherche Google, que ce soit quand on poste une photo sur Instagram, que ce soit quand on est en train de regarder une vidéo sur YouTube, ou même quand on est en train de passer d'une vidéo à l'autre sur YouTube. Tout ça, c'est des comportements à un temps T qu'on a toutes et tous en ligne, sur différentes plateformes. Et en fait, là, on va du coup monétiser tous ces comportements pour en faire des prédictions de ce qu'on fera à l'avenir. Donc, soit pour améliorer, le design de ces plateformes pour qu'on y reste plus longtemps, donc via la captation de l'attention, soit pour nous vendre de la pub ciblés, bien sûr, en lien avec nos comportements, et qui nous feront acheter, donc nos comportements futurs étant l'acte d'achat à terme. Et on est vraiment dans cette logique-là, c'est-à-dire de faire de l'argent sans rien vendre de sensible ou de concret, puisqu'aujourd'hui on sait bien que par exemple le moteur de recherche Google gagne énormément d'argent tout en n'ayant que de la donnée en fait, qui n'a pas de place, quoi. Voilà, donc si ça vous intéresse là, cette notion de capitalisme de surveillance, ça c'est l'ouvrage qui a été donc traduit en français en 2020 de Shoshana Zuboff, qui s'appelle L'âge du capitalisme de surveillance, et donc qui explique vraiment, alors c'est un très gros pavé, mais si vous avez un peu de temps devant vous, c'est vraiment passionnant. Ce qu'elle montre, c'est que cette notion de capitalisme de surveillance, elle aurait remplacé le capitalisme industriel,
parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'industrie est quand même pas le champ où on fait le plus de profit. Donc, il faut trouver d'autres espaces, du coup, qui permettent un profit maximum. Et l'originalité de ce capitalisme-là, c'est qu'en fait, il oriente et il exploite nos préférences personnelles, voilà, à son profit, ce qui n'était pas le cas du tout dans les autres formes de capitalisme précédents. Et donc, le danger qu'il y a derrière tout ça, c'est que le siphonnage, l'exploitation de nos données personnelles modifie à notre insu nos comportements. Voilà. Et vraiment, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous postez une photo sur Instagram ou sur Facebook, voilà, vous pensez... Alors, si vous prenez en photo, ou si vous prenez vos amis en photo, on va dire plutôt comme ça, sur ces outils-là, et ben en fait, vous allez immédiatement penser règles de censure sur ces outils, et donc votre prise de photo va être adaptée, en fait, à ces outils. Et ça, c'est vraiment, voilà, donc en fait, on conditionne des comportements et on s'auto-conditionne, voilà, au regard, du coup, de la façon dont nos données personnelles vont être exploitées derrière. Et tant mieux qu'on le fasse, mais on se rend bien compte que c'est quand même complètement fou d'arriver à ce niveau-là. Voilà. Et puis bien sûr, ça va jusqu'à, effectivement, ce que je vous disais sur les dérives démocratiques, la manipulation de notre libre arbitre, c'est-à-dire que quand on est du coup sujet de ce qu'on appelle les bulles de filtre, où en fait on va nous enfermer dans une pensée qui fait qu'on ne verra que des contenus qui ressemblent à ce qu'on pense déjà, eh bien du coup ça nous manipule pour penser dans un sens ou dans l'autre. Et là, on en revient au fait que voilà, tout ça, on le fait à notre insu, bien sûr. C'est des choses qui nous arrivent sans qu'on en soit forcément conscient. Voilà, donc ça pose la question de quand même comment le logiciel libre, au regard de tout ça, peut être une piste importante. Et pour arriver à ce que les logiciels libres et les services libres soient tout ça, Yves nous l'a bien expliqué, hein, il y a donc les quatre conditions du logiciel libre qui justifient que voilà, il n'y a pas ces mécanismes en fait dans le monde du libre. Mais le truc, c'est comment on s'y met en fait, comment on arrive à sortir de nos outils et de nos services GAFAM et autres pour du coup passer à du libre. Et ben le premier point, c'est qu'il va falloir déconstruire nos habitudes numériques. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme dans n'importe voilà, quand vous apprenez à faire du vélo, vous devez sûrement déconstruire un certain nombre de choses pour arriver à faire du vélo, ou c'est la même chose pour la voiture. Enfin, vous voyez qu'on passe par un temps d'apprentissage, là ça va être la même chose, il va falloir réapprendre, entre guillemets, à utiliser des services qui fonctionnent pas exactement de la même façon que ceux qu'on connaît. Et c'est très important d'être conscient de cette nécessité-là, en fait. C'est tant qu'on n'a pas pris en compte le fait que oui, c'est normal que quand j'essaye de sortir de WhatsApp, je rencontre des difficultés et que oui, les habitudes que j'avais prises sur WhatsApp avec mes amis, il va falloir que du coup je trouve le moyen de faire autrement. C'est pas gagné si on n'a pas cette prise de conscience là. Donc voilà, c'est un temps d'introspection pour essayer de comprendre comment on fonctionne dans ces pratiques numériques, pour ensuite pouvoir dépasser ces fonctionnements et du coup se forcer à modifier nos routines. C'est vraiment important. Avec cette notion en plus, c'est que très souvent dans le numérique, on nous a appris qu'il fallait que le numérique soit disponible immédiatement, en permanence. Voilà. Et donc on a un rapport au temps qui est complètement faussé. Et il faut absolument qu'on déconstruise ce qu'on appelle le mythe de l'immédiateté. En fait, voilà, il n'y a pas de raison que dans le numérique tout soit tout le temps accessible. Voilà, ça n'a pas forcément de sens. Et sur le plan environnemental, ça n'en a aucun. Donc il y a aussi avoir ces prises de conscience pour changer ces pratiques en étant peut-être dans davantage de sobriété. C'est ce que je vous disais, voilà. Donc vous connaissez sûrement, enfin ou pas d'ailleurs. Je vous invite, si vous connaissez pas du coup ce manifeste qui s'appelle Slow Tech Manifesto, voilà, qui du coup la technologie lente, le manifeste pour une technologie plus lente, en tout cas qui ralentit, me semble assez intéressante comme façon de penser. Le souci, en fait, pour arriver du coup à changer ces pratiques numériques, ça va être le fait qu'on est habitué à un certain niveau de confort que nous offrent les outils des géants du web. Et vraiment, ce confort est très présent, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier, les applications les programmes sont souvent très bien faits, ils apportent énormément de fonctionnalités, c'est tout le temps disponible, parce que effectivement derrière il y a les moyens techniques qui permettent que ça le soit quasiment tout le temps en tout cas. Voilà, mais on est face à l'opposition de ok, il y a un certain niveau de confort, et en face de ça, il y a aussi un certain niveau de contrôle, que ce soit via l'exploitation des données, via la captation de l'attention, enfin tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.
qui pose pas un problème. Et donc, si on veut reprendre le contrôle, il va falloir accepter de perdre du confort. Et perdre du confort, ça veut dire faire un effort. Et je pense que c'est vraiment un élément qu'il va falloir, quand on est dans cette démarche, en tout cas, qu'il ne faut pas oublier. Je fais souvent l'analogie avec l'alimentation. Quand on fait le choix, voilà, de mieux s'alimenter, alors ça peut prendre plein de formes, hein, mais je sais pas, par exemple en consommant plus local, en consommant plus de saison, en ne passant plus par les gros distributeurs de l'industrie agroalimentaire, mais en allant directement acheter chez des producteurs ou au moins en allant au marché voir nos producteurs, eh ben ça demande des efforts parce que c'est quand même très très facile d'aller dans le supermarché et de tout avoir sous la main et de faire un seul lieu, un seul magasin. Voilà. Donc quand on change ses pratiques alimentaires, voilà, on fait ces efforts-là parce que bien sûr il va falloir qu'on adapte à un certain nombre de choses, à savoir, je sais pas moi, ne plus manger de haricots verts au mois de janvier. Voilà. Et ben ça se fait pas tout seul du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il y a un temps de prise de conscience et puis il y a un temps d'adaptation, voilà, de flexibilité qu'on s'octroie souvent et qui finit qu'à un moment on arrive très bien à vivre sans haricots verts tout l'hiver. On est dans la même logique avec nos pratiques numériques et tant qu'on n'est pas en conscient qu'il va falloir faire des efforts, en fait, l'adoption de nouvelles pratiques numériques se solde très souvent par des échecs. Voilà. Et puis derrière la déconstruction de nos habitudes numériques, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, qui est qu'en fait, voilà, même si vous faites le choix de continuer à utiliser les services des géants du web, et ben en fait, malgré vous, vous impactez la vie des autres en les utilisant. Je pense par exemple le fait que si vous installez l'application Facebook sur votre téléphone, par défaut, vous donnez accès à Facebook à l'ensemble de votre carnet de contacts, et que donc moi qui ai fait le choix de ne pas être sur Facebook, de ne pas donner mon numéro de téléphone à Facebook, vous, en installant Facebook, enfin si vous m'avez dans votre carnet d'adresse, hein, évidemment, mais du coup, si mes amis ou ma famille, voilà, installent Facebook sur son téléphone, en fait, voilà, elle me met en contact avec Facebook, elle donne un certain nombre d'informations sur moi, alors même que moi je n'ai pas fait ce choix. Donc on est un peu comme du tabagisme passif, c'est-à-dire que voilà, on est même situation quoi. Voilà, le choix de rester chez les GAFAM en fait nous impacte nous certes, mais après tout on pourrait décider que c'est notre choix. Voilà, de donner, de se faire piquer ces données et d'être du coup un produit. Mais en fait, ce n'est pas que notre choix, c'est-à-dire que ça impacte réellement tout notre entourage. Et ça, c'est vraiment très problématique et je pense que c'est une des prises de conscience qui n'est pas assez visible aujourd'hui. Voilà, autre aspect très important du coup dans le choix des logiciels libres, c'est que les logiciels et les services libres sont tout le temps pensés pour ne pas être centralisés, pour ne pas qu'il y ait un monopole, comme c'est le cas dans les géants du web. On le voit bien. Du coup, aujourd'hui, je sais pas si vous voyez mon pointeur, si je pense c'est un petit truc rouge. Voilà, globalement, quand vous allez sur, voilà, vous voulez une vidéo, vous allez sur YouTube, il y a le serveur YouTube. Alors même si dans les faits il y en a plusieurs, mais en gros, voilà, tous les internautes se connectent à un seul serveur. L'idée, c'est d'être davantage, en fait, dans l'interconnexion du coup d'ordinateurs sans centre. Et Angie, je sais pas si tu m'entends, mais nous, on n'entend plus rien. Ouais, apparemment, on a perdu Angie.
Me revoilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bon, je suis désolée, du coup, on a une grosse coupure internet là au bureau. Je sais pas du coup à quel moment ça a coupé en fait. Parce que je parlais moi tranquillement. Voilà, et puis à un moment j'ai vu un trou rouge s'afficher. Euh, je l'ai pas entendu, Yves. Pardon. Tu le mettais sur le pair à pair. Ah d'accord, ouais, donc c'était vraiment au moment où je m'en suis rendu compte. Bon, tant mieux. Je vois l'heure, du coup je vais aller assez vite. Juste, bah si du coup il continue à enregistrer. Bon bah c'est super. C'était ça que j'avais peur en fait, c'est que en plus sur l'enregistrement, on se retrouve avec 2 bouts d'enregistrement à ce niveau-là. Donc oui, du coup, j'expliquais, enfin je tentais de vous expliquer du coup la problématique aussi des géants du web, qui est la centralisation, c'est-à-dire que en fait à l'origine de l'internet, on est bien sur un monde complètement décentralisé où il n'y a pas d'espace de centre où on va trouver tout, où il n'y a pas un seul moteur de recherche. D'ailleurs, au début, il n'y a pas de moteur de recherche tout court. Mais en tout cas, où on se rend compte que tout le monde passe pas par les mêmes outils pour faire les mêmes choses. Et ça, en fait, à partir des années 2000, il y a eu cette concentration sur des acteurs majoritaires de nos usages numériques qui font que tout le monde s'est mis à utiliser exactement les mêmes outils, enfin les mêmes services en ligne pour faire les mêmes choses, et pas seulement que dans le cadre de fonctionnalités sociales. Ce qui me semble assez intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, on l'a fait même pour des moteurs de recherche, alors qu'a priori, voilà, il n'y avait pas vraiment de raison qu'on se concentre sur un moteur de recherche où on n'est même pas en interaction. Parce que je comprends que dans un réseau social, bah, il faut qu'il y ait un minimum de gens qu'on connaît à un endroit pour que ça prenne sens. Mais sur un moteur de recherche, voilà, il n'y a pas de fonctionnalité sociale. Et donc cette centralisation, elle a bien sûr énormément d'impact négatif parce qu'elle donne énormément de pouvoir, hein, tout simplement aux acteurs qui ont permis voilà, qu'on œuvrer à être centralisés et à être du coup les centres de nos pratiques numériques. Mais surtout, ça nuit effectivement à plein de façons. C'est-à-dire quand on veut en sortir très vite, ça devient compliqué parce que les alternatives sont moins visibles. Et donc l'idée aussi à travers les services libres et le logiciel libre, c'est de recréer de la décentralisation en proposant finalement des multitudes d'acteurs, de services qui sont interopérables. Donc que j'utilise le service Mastodon proposé par l'association Framasoft ou que j'utilise le service Mastodon proposé par l'association La Quadrature, en fait, peu importe, j'aurai 2 hébergeurs qui proposent le même service avec deux sites internet différents pour y accéder, mais au final, je pourrais quand même communiquer avec l'ensemble des personnes sur ces services. Et donc aujourd'hui, la technologie côté libre, en fait, elle réintègre la possibilité de décentraliser sans perdre les intérêts de la centralisation. Donc ça, c'est aussi une émancipation très forte pour nous, c'est-à-dire qu'on peut désormais en fait fonctionner dans le monde du libre à ce niveau-là. Donc, juste pour peut-être conclure autour de ça, une des pistes que l'association Framasoft a proposée dès 2014, c'est justement de montrer qu'on pouvait dégoogliser ou dégafamiser Internet pour éviter cette centralisation, mais qu'en fait, voilà, et qu'il y avait une multitude en fait d'outils libres qui étaient disponibles et qui permettaient de changer nos habitudes numériques. Et donc pendant 3 ans, Framasoft a proposé des services libres, alors pas forcément sur des logiciels qu'on a développés en interne, mais en utilisant des logiciels déjà existants et on va dire en les designant pour qu'ils soient accessibles en ligne au plus grand nombre. Ça c'est cette initiative et du coup elle permet effectivement d'accéder à tout ça. Je vais passer sur les slides qui présentent Framasoft en détail. On y reviendra peut-être dans les questions si vous avez des questions, si c'est nécessaire. Juste parce que je vois que l'heure tourne, je vais prendre 1 minute de plus et juste pour rappeler un peu ce que fait l'association dans sa globalité. Donc Framasoft propose des services en ligne. Aujourd'hui une quinzaine de ces services qui sont donc des services qui sont éthiques. Alors on pourrait questionner le terme éthique et ce qu'on entend derrière. Je pourrais revenir là-dessus s'il y a des questions, qui sont bien sûr libres, donc basés sur du logiciel libre et qui sont en accès gratuit pour tout le monde, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne coûtent pas d'argent, mais ça veut dire que ce n'est pas vous le produit et que derrière il y a un modèle économique qui repose sur le don. Donc on propose ces logiciels, ces services libres, tant qu'on a les moyens de les financer par le don. Le jour où il n'y a plus de don, bah forcément on les fermera. Voilà. En tout cas, il n'y a pas d'exploitation de données
à travers ces services. Alors je les ai détaillés plus en détail, il y en a un certain nombre. J'ai vu que quelqu'un avait posé la question de est-ce que vous pourrez avoir les slides? Oui, bien sûr. Alors il y aura déjà le replay qui les montrera. Mais du coup, je pourrais vous fournir aussi un lien pour récupérer le fichier si ça vous intéresse, puisque tout est sous licence libre. Voilà. Quand il y a des services qui donc proposés par les géants du web sur lesquels il n'y a pas d'alternatives existantes, donc de logiciels libres qui permettraient de créer ce service alternatif, eh bien chez Framasoft, on fait le choix de le développer pour que justement l'alternative existe. C'est le cas du coup du logiciel Peertube qui est donc l'alternative à YouTube, du logiciel Mobilison qui est l'alternative aux groupes, événements et pages Facebook, et du logiciel Yakform qui est l'alternative, on va dire, au Google Form. Voilà. Et puis bien sûr, on participe aussi à la contribution à d'autres logiciels libres qu'on développe pas. On n'est pas du coup les développeurs principaux, mais quand il y a besoin de les faire évoluer, voilà, mes collègues techniciens font ça. Autre aspect de l'association, c'est la valorisation de la culture libre. Yves nous en a parlé tout à l'heure, et donc ça se fait à travers différents dispositifs. On a un blog, donc le Frama Blog, sur lequel on va diffuser l'actualité du monde du libre, ce qui permet à voilà, tous les internautes qui s'intéressent à ces questions-là de pouvoir trouver de l'information, être inspirés, changer leur façon de voir effectivement leur pratique numérique. On a une maison d'édition qui s'appelle Frama Book, dans laquelle on publie des livres qui sont tous placés sous licence libre et qui sont dans la version numérique en accès gratuit. On a un groupe de traduction collaborative avec voilà, une dizaine de bénévoles qui traduisent des textes en langue étrangère en français afin de les rendre accessibles à la communauté francophone. Et puis on a un espace en ligne qui est du coup notre YouTube du livre, dans lequel on va publier des vidéos en français ou sous-titrées en français quand elles sont en langue originale, autour de la question du logiciel libre, de la culture libre, des communs, etc. Ce qui nous permet voilà, de compléter, on va dire, la partie écrite du Frama Blog. Autre aspect, on fait énormément d'interventions chaque année, parce que voilà, on a besoin de transmettre ce qui nous porte. On est quand même une association d'éducation populaire et on partage nos expériences, on va à la rencontre des publics. C'est toujours très intéressant pour nous de nous rendre compte en fait de comment l'adoption ou pas de services alternatifs peut se faire. C'est hyper important d'avoir pour nous du feedback pour comprendre pourquoi c'est si compliqué en fait de changer ces pratiques numériques et donc de mieux accompagner sur du coup des interventions suivantes. Et puis on développe des dispositifs pédagogiques en ligne qui permettent effectivement de transmettre aussi ces informations sous d'autres formes, donc soit des MOOC, donc des MOOC c'est des cours en ligne accessibles à tout le monde, Résolu c'est un guide, les métacartes c'est un jeu de cartes qui permet de se questionner sur justement la question du numérique éthique, et puis bien sûr on a plusieurs sites de documentation sur les outils qui permettent de prendre connaissance de tout ça. J'avais fait des slides expliquant, mais voilà, vous les aurez, mais j'y reviendrai. Et puis le dernier point, c'est que Framasoft, c'est une association qui travaille énormément avec d'autres. Voilà, on n'est pas tout seul dans notre coin, donc on a vraiment un réseau de partenaires qu'on considère comme un archipel en fait, avec plein de petites îles qui font, voilà, du coup un grand archipel, qui est l'archipel des structures qui sont en lien avec Framasoft. Voilà, on n'est pas forcément tous d'accord parce que bon, finalement, on est tous chacun sur notre petite île, on partage pas tous les mêmes valeurs, mais en revanche, on a plein de valeurs qui sont communes. Et ça, c'est vraiment chouette. Et donc là, parmi les exemples que je vous ai mis, il y a le projet de LA Coalition, qui est un projet pour défendre les libertés associatives. Framasoft étant une association, c'est quelque chose que nous souhaitons porter, en fait, que les associations aient une liberté d'action importante. Donc vous voyez qu'on est loin du numérique, là, on n'est pas du tout sur ce sujet-là. Pétition, c'est une initiative pour développer un logiciel dont le nom est Pétition, qui serait une alternative justement aux services de pétition actuels qui sont absolument pas du tout émancipateurs, contrairement à ce qu'il est, voilà, le principe d'une pétition souvent c'est quand même de parvenir à une certaine libération, mais dans les faits ça l'est pas. L'initiative des contribuateliers, ce sont des ateliers où on propose, et voilà, du coup, toute personne qui le souhaite de venir contribuer à l'univers du libre, et ça peut prendre plein de formes différentes, pas du tout que du développement de programmes. Et puis enfin, l'initiative peut-être la plus connue, c'est le collectif Chaton. Donc Chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, qui rassemble aujourd'hui 104 petites structures
d'hébergement, donc qui propose des services en ligne libres, éthiques et décentralisés. Voilà, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que je l'ai déjà fait. Et donc, du coup, si vous êtes en mesure de changer vos pratiques numériques, si ça vous semble hyper important aujourd'hui de vous lancer là-dedans, je vous invite à passer par les structures qui composent ce collectif Chaton. Il y en a sûrement une pas très loin de chez vous. Voilà, l'idée, c'est vraiment la proximité dans le service en ligne, donc de trouver un acteur à proximité de chez soi avec qui on peut aller discuter, donc remettre de l'humain aussi dans le rapport au numérique. Chez Google, vous rencontrez rarement ou chez Facebook, vous rencontrez rarement les humains qu'il y a derrière. Là, l'idée, c'est plutôt d'être sur quelque chose de plus humanisé, et donc aussi, du coup, qui permet de comprendre les contraintes que peuvent avoir ces petites structures par rapport aux services proposés par les géants du web. Voilà, ça s'adresse à tout le monde. Et puis, on a ce site qui s'appelle Entraide, qui permet d'accéder à 9 services en ligne sans inscription, et qui, du coup, permet d'une manière très très simple, sans avoir à choisir justement une structure en particulier, d'accéder à des services en ligne les plus utilisés actuellement, qui sont la visio, les pads, faire des tableurs, faire du sondage pour définir une date, etc., etc. Et je m'arrête là parce que sinon on n'aura pas de temps pour les questions. Merci.